Bah oui, donc bonjour tout le monde, bonne rentrée. Je suivais la conférence de Diana, c'est assez fascinant et beaucoup de résultats très très intéressants qui convergent certains ou pas mal d'entre eux avec ce que nous on voit, même si on travaille pas tout à fait les sujets de la même manière. Donc, euh, écoutez, simplement, la conférence d'aujourd'hui vise un peu à avoir une conversation sur la question du complotisme chez les jeunes, de l'adhésion au complotisme chez les jeunes, dans un contexte post-pandémique où finalement cette question-là a soulevé un peu les passions. Donc là, vous voyez des articles de journaux en France, en Suisse, au Québec, où il y a une espèce de préjugé à l'endroit que les jeunes adhéreraient davantage aux théories du complot, qu'ils seraient beaucoup plus vulnérables aux théories du complot. Donc, statistiques à l'appui, c'est ça qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui avec les données que nous, on a. Ensuite, j'aimerais qu'on discute un petit peu sur les facteurs d'adhésion qui peuvent plus spécifiquement concerner l'adhésion éventuelle aux théories du complot chez les jeunes. Là, vous verrez qu'il y a des choses qui font vraiment écho aux facteurs présentés par Diana, parmi ceux qu'on a testés. Donc, je vous montrerai ça. Et puis, finalement, les enjeux que ça soulève du point de vue du milieu de l'éducation. Alors, c'est certain, il y a plusieurs questions fort pertinentes. Est-ce qu'on aborde ces enjeux de la même manière selon qu'on est à l'université, au cégep, au secondaire ou au primaire? Je ne pense pas. Donc moi, je pourrais parler de deux points de vue, celui du milieu universitaire que je connais bien et celui du secondaire parce que je suis papa d'une jeune fille de 16 ans, ce qui évidemment exclut ici toute expertise, c'est beaucoup plus expérientiel, donc fiez-vous davantage aux données que Diana vous a présentées. Euh, écoutez, pour parler de ça, j'ai deux recherches que j'essaye de mettre en dialogue. Une qui est pilotée par notre collègue Stéphanie Tremblay, à laquelle on collabore, et Mathieu Collin, qui est un postdoc ici, donc vous la connaissez, elle est professeure à l'UQAM, qui s'appelle Jeunes et complot au Québec, vocabulaire et résonance. Donc je vous présenterai très très rapidement juste la méthodologie pour que vous voyez de quoi on parle. Donc je parle aujourd'hui de cette recherche-là avec l'autorisation de Stéphanie. S'il y a des interprétations bien personnelles de cette recherche, ça n'engage que moi et non pas celle qui pilote la recherche. Et puis de l'autre côté, c'est un sondage dont on a déjà parlé, beaucoup plus global, qui a été réalisé au Québec et au Canada, dont une partie des résultats a été publiée dans le rapport Le mouvement conspirationniste au Québec, qui nous a valu beaucoup de nouveaux amis. Suite à cette publication, et puis dont on a publié quelques résultats dans le bouquin en bas à droite, là. Mon frère est complotiste, donc voilà, là je referme la page autopromotion, mais il y a une portion de ces résultats qui sont là, et puis une réflexion un peu plus poussée sur la question justement du dialogue social qu'on devrait probablement essayer de mener de manière collective, probablement effectivement de travailler sur la question des polarisations et sans doute en évitant des étiquettes stigmatisantes. Et quand je dis ça, évidemment, je suis conscient que celle de complotiste l'est. Donc je l'utilise avec beaucoup de parcimonie, on y reviendra tout à l'heure. Donc j'ai essayé dans cette présentation rapidement de voir s'il y a des points de convergence, de divergence et des angles morts entre ces deux recherches. J'essaierai de faire éventuellement le lien avec ce que Diana a présenté juste avant. Comme c'était la première fois que je voyais les résultats de Diana, je vais essayer, mais je vous fais pas trop de promesses. Donc l'appui financier, c'est important de le souligner. Vous le voyez très très rapidement. J'insiste pas trop là-dessus, mais c'est important de le rappeler. Très rapidement, en guise d'introduction, donner une définition du complotisme. Parce que souvent on l'utilise à toutes les sauces, je m'attarderai pas là-dessus. Le complotisme n'est pas le doute scientifique que la plupart d'entre nous enseignons à l'école. Donc le fait de douter est une bonne chose en soi. C'est pas non plus la contestation ou l'esprit critique. La contestation est souvent le moteur de progrès social. La contestation de certaines mesures sanitaires me semblait tout à fait légitime.
Donc je m'étendrai pas là-dessus. Le complotisme, c'est plus une vision du monde qui postule finalement une collaboration secrète d'un petit groupe de puissants qui agit en secret afin de manipuler la société avec des intentions malveillantes. Alors oui, dans le complotisme, il peut y avoir un doute initial, sauf que quand on entend un discours complotiste plus radical, il n'y a plus de doute. Nous, on n'a pas compris et la pensée complotiste a tout compris. Donc à un moment donné, elle fonctionne en circuit fermé et elle ne doute plus. Quant à l'esprit critique, effectivement, une partie de la critique complotiste s'appuie sur des griefs qui sont légitimes, que ce soit à l'endroit de certaines mesures sanitaires, que ce soit à l'endroit de toutes sortes de dossiers. Et donc, en fait, l'idée est moins de s'interroger, enfin, en fait, il faut s'interroger au grief, évidemment, qui peut être légitime, mais là où le complotisme agit, c'est que finalement, il donne une couche d'interprétation qui, elle, fait part, donc, comme on le disait, à des complots systématiques, etc. Donc voilà, vous êtes tous conscients évidemment de ça, mais c'était important pour moi de cadrer le complotisme comme phénomène social particulier à l'intérieur d'un mouvement de contestation plus large qui n'est pas nécessairement complotiste. Okay, donc nous, on s'intéresse vraiment à un petit phénomène qui concerne une partie d'un mouvement plus global qui, notamment, par exemple, dans le contexte de la pandémie, a critiqué les mesures sanitaires ou qui, à l'heure actuelle, essaye de faire des émules dans un mouvement plus global, plutôt conservateur, réactionnaire à un certain nombre sur un certain nombre de questions sociales, identitaires, etc. On en parle beaucoup depuis hier et les manifestations sur la question LGBTQ+, etc. Donc vraiment, essayons de ne pas mettre tout le monde dans le même panier parce que ça ne serait pas cédé. Alors, comment on l'a mesuré très brièvement? Donc, je vous le disais, on a fait 2 recherches. Une première recherche Québec-Canada avec 4500 personnes qui ont été interviewées, 2000 au Québec, donc un échantillon surreprésentatif pour essayer d'avoir des résultats plus valides. Et on a pris aussi un échantillon spécifique sur les jeunes, 14-17 ans. Vous verrez les tranches d'âge intéressantes. Celle-là était évidemment un peu plus compliquée à aller chercher. C'était un N500 au Canada, 207 au Québec. Donc c'est sûr que par rapport à des résultats ou des sondages faits par Diana et d'autres collègues, il faut prendre les résultats avec des pincettes, mais nous on a fait ça pour pouvoir le comparer après avec le reste de la population. On a pris une échelle assez connue, assez classique dans le milieu des études sur le complotisme, avec 15 énoncés génériques. Donc ça, ce sont des énoncés génériques qui peuvent aller, par exemple, du fait qu'on pense qu'on nous cache de l'information, ce qui est très vraisemblable et qui fait évidemment pas de nous un conspirationniste, à des énoncés plus génériques sur les questions surnaturelles, etc. Et comme les énoncés génériques peuvent parfois biaiser un peu les résultats, on a décidé d'ajouter une petite échelle maison avec 11 énoncés plus spécifiques, clairement, par exemple les attentats du 11 septembre, la question du Covid-19, etc. etc. Donc, quand on vous présente des résultats, évidemment, et qu'on dit qu'une partie de la population adhère fortement, ce sont des gens qui scorent assez fort dans les 26 énoncés, et non pas à 1 ou 2 ou 3 énoncés, contrairement à ce qu'on voit, par exemple, dans beaucoup des articles de journaux qu'on voyait tout à l'heure, on disait au moins 60% des jeunes croient à une théorie du complot. Mais ça, collectivement, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit rien sur l'adhésion éventuelle à une vision du monde complotiste. Il faut tester beaucoup plus d'énoncés pour être capable de dire, bah là, chez cette personne-là, il y a une vision complotiste du monde. Et c'est important aussi de voir que finalement, beaucoup d'entre nous sommes un peu complotistes, mais à des échelles très très différentes. Et qu'il ne faut pas jeter un stigma social nécessairement sur cette vision du monde, mais qu'en revanche, quand on commence à le voir de manière beaucoup plus systématique, ça ressemble à une pensée radicale, et on verra dans les facteurs d'adhésion, mais également par exemple l'appui à la violence pour les plus radicaux, que ça s'apparente finalement à une idéologie radicale. Deuxième étude, c'était Jeunes et complots au Québec, donc celle dont je vous parlais. Méthode Cali par entretien, 43 entretiens auprès d'étudiantes et d'étudiants, 21 hommes, 21 femmes. Et puis, vous le voyez, seulement une personne qui s'est déclarée non-binaire. Participants âgés de 17 à 23 ans. Donc là, c'est certain que, comme toute analyse quali, probablement que l'échantillon n'était pas nécessairement représentatif, mais ça nous donne quand même des pistes intéressantes. Alors, je vais tout de suite dans les résultats.
Et comme on est dans une rentrée particulièrement animée, avec un automne qui s'annonce chaud et des débats déjà bien acrimonieux, je voulais commencer par une bonne nouvelle. Je m'excuse pour le bonhomme de neige qui nous rappelle que l'hiver s'annonce c'est là qu'on s'en va tous et toutes. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous voyez le tableau ici. Quand on regarde l'adhésion chez les jeunes au Québec, ben, il n'y a pas de suradhésion des jeunes au niveau du complotisme. Donc vous voyez les résultats, je vous passe le détail de la façon dont on a construit les échelles, parce qu'il y a toujours une part évidemment de subjectivité entre les complotistes modérés et les pas complotistes. Alors disons que entre les complotistes et les complotistes modérés, c'est évidemment au niveau de la deuxième catégorie, les complotistes modérés, qu'on est dans une zone grise. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous regardez les 14-17 ans, il n'y a pas de suradhésion significative. Chez les 18-34 ans, en fait, il faudrait le scinder en deux. Mais là non plus, il n'y a pas d'adhésion plus importante que dans le reste de la population. En fait, c'est beaucoup plus dans la section ou la catégorie 35-54, avec en revanche une chute très très marquée chez les 55 ans et plus. Donc, ça c'est un premier résultat qui est important à dire, c'est que, alors évidemment, dans nos classes, il y a des jeunes qui adhèrent aux théories du complot. Probablement peut-être qu'en raison des facteurs d'adhésion, il y en a plus dans certaines classes que dans d'autres, mais les résultats que je vous présente là indiquent que il n'y a pas, et je le répète, de plus d'adhésion aux théories du complot chez les jeunes que dans d'autres catégories de la population. Alors effectivement, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que c'est pas problématique, parce que si vous prenez mes deux catégories complotistes modérés, que vous dites, bon, sur les complotistes modérés, mettons que la moitié, et puis là c'est des calculs d'apothicaire, peut devenir complotiste plus convaincu, bah, ça vous fait quand même un ratio potentiel de 15 à 20% potentiel de jeunes, quelles que soient les catégories d'âge, qui peuvent adhérer à des théories du complot. Donc dire ça, ça veut dire que c'est pas marginal, mais que ça demeure minoritaire et que ça n'est pas plus préoccupant, en tout cas vis-à-vis de l'adhésion au complotisme, que dans d'autres catégories. Et ça, je vous dirais que c'est assez convergent avec l'étude de Stéphanie, de l'équipe de Stéphanie, qui, dans ses entrevues, finalement concluait ou constatait une position plutôt modérée, rationnelle des jeunes à l'égard du complotisme, qui était rejetée assez majoritairement quand il est identifié en tant que tel. Alors là, ce qu'on voit évidemment, c'est que parfois, il peut y avoir des conversations sur la définition de ce qu'est une théorie du complot ou du complotisme chez les jeunes, mais comme à peu près chez tout le monde finalement, c'est pour ça que je prenais le temps de le définir. Et on voit que seulement donc 2 jeunes dans cette entrevue-là pouvaient être considérés comme tenants d'un discours complotiste, et qu'on en avait environ une dizaine qui étaient sur une limite entre du savoir marginal et du savoir officiel. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi cette catégorie-là de la population qui nous intéresse probablement. Et comme le disait Diana ici, sur la question des identités multiples, je dirais que on peut aussi, dans une certaine mesure, encourager certaines réflexions critiques, même quand on a l'impression que elles sont sous-tendues par des discours un petit peu marginalisés. Donc très très brièvement, dans les résultats de la seconde étude, donc le rejet c'était 41, l'adhésion 2, c'est ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas complotiste, mais ça c'était 13 personnes. Alors vous voyez ici que le total ne fait pas le total du nombre d'entrevues qui ont été réalisées, parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui sont dans plusieurs catégories ici, ce qui explique évidemment pourquoi le total n'est pas exact au nombre d'adhésions. Donc je ne suis pas complotiste, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La question de l'indifférence, ceux qui s'en foutent un peu. La curiosité à l'égard des théories du complot, peur et inquiétude, donc ceux qui pensent que oui, c'est susceptible effectivement de générer des polarisations importantes. Et puis, on y reviendra, chez un nombre très important de jeunes, la valeur cardinale est probablement celle de la tolérance et de la liberté d'expression. Une parenthèse ici, ce qui selon moi indique que l'école ne travaille pas si mal que ça, contrairement à beaucoup de procès d'intention qui lui sont faits actuellement.
Et que donc il y a, et on y reviendra, ce que Mathieu Collin appelle un principe d'ultra-tolérance chez beaucoup des étudiantes et des étudiants avec qui on a fait des entrevues. Il y a quand même quelques énoncés significativement plus élevés chez les plus jeunes. Donc vous le voyez, la colonne du milieu, c'est la moyenne canadienne. Ensuite, on prend les 14-17 ans au Canada et les 14-17 ans au Québec. Ça rejoint une des grands constats qu'on faisait, c'est qu'en fait, il y a plus d'adhésion au complotisme dans le reste du Canada qu'au Québec. Alors là, la grande question, c'est pourquoi. Si cette question vous intéresse, on pourra en reparler. On a des hypothèses, on est capable de corréler un certain nombre de facteurs. On n'a pas d'explication définitive à ce niveau-là, mais si vous souhaitez qu'on en reparle, on en reparlera. Donc vous voyez ici la question, et c'est important de le souligner, du coronavirus, de la Covid-19 évidemment, qui a généré plus d'adhésion. Et c'est assez logique, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé pendant cette période-là. Donc les jeunes se sont plus informés là-dessus, ils ont vu plus circuler de théories du complot sur ces enjeux-là. Et donc évidemment, il y avait davantage d'adhésion. La deuxième catégorie, donc là vous voyez 4-5 énoncés en lien avec la pandémie. Il y a 2-3 catégories sur lesquelles j'attire votre attention. Celle évidemment de la clique élitiste qui contrôle les gouvernements et qui est impliquée dans le satanisme et la pédophilie. Donc en gros, tout ce qui est soutenu par le mouvement QAnon, qui a quand même été assez suivi au Québec et en Europe. On a certains leaders du mouvement QAnon qui se sont assurés de bien retranscrire cette idéologie qui nous vient des États-Unis dans un langage bien compréhensible dans nos sociétés à nous ici. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, et puis c'est à mon avis un des enjeux majeurs qui nous pend au nez dans les prochaines années, c'est la question du climato-scepticisme. Et donc vous voyez quand même qu'on est à 15% de gens qui adhèrent à un énoncé tel que le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. Donc ça, évidemment, dans un contexte d'accélération des événements climatiques extrêmes où les gouvernements vont peut-être accélérer le mouvement, je pense qu'ici on a une autre source de polarisation majeure au-delà de la question des identités quelles qu'elles soient. Et là, il y a toutes sortes de gens qui adhèrent à du climato-scepticisme, pas juste par les scientifiques. Certains, c'est parce qu'ils ont peur que leur quotidien ou leur train de vie, leurs habitudes de vie soient menacés, d'autres parce qu'ils y ont des intérêts économiques évidents. Donc ici, il y a un enjeu majeur. Et le dernier point, évidemment, qui nous interpelle également tous, et je voulais l'énoncer, le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. Donc vous voyez que c'est quand même appuyé par 10 à 15%, dépendamment qu'on est au Québec ou au Canada, chez les jeunes. Diana parlait d'un certain ressac du mouvement, en tout cas des questionnements liés à l'idéologie masculiniste. Elle nous parlait des jeunes qui sur TikTok vont écouter Andrew Tate, etc. On le sait, il y a des groupes qui s'organisent, donc effectivement il y a ici un genre de backlash avec cette question de l'identité masculine. Pas tous dans une logique de discours violent à l'endroit des femmes et de la diversité sexuelle. Je pense qu'une partie est aussi une interrogation réelle sur la question de l'identité masculine, etc. un peu. Il n'en reste pas moins que c'est évidemment une question préoccupante parce que quand on ne l'aborde pas par le bon bout, ça peut conduire à des logiques problématiques en termes de polarisation. Quelques théories du complot beaucoup citées dans les entrevues. Bon, 11 septembre 2001, c'est les classiques, les Illuminati, les reptiliens, Bill Gates, le Pizzagate et la zone 51 aux États-Unis. Je m'étendrai pas là-dessus. Alors, le fameux, au-delà de nos deux jeunes ou de nos 10-12% qui adhèrent, la logique du « je ne suis pas complotiste mais ». On a vu beaucoup dans les entrevues des jeunes finalement questionner les récits au nom du pouvoir, ce qui est donc plutôt intéressant comme logique. Je pense que c'est évidemment
un des enseignements importants et une des missions du milieu éducatif, quels que soient les niveaux, de questionner évidemment le pouvoir, de questionner les discours officiels, etc. Donc beaucoup sont quand même dans cette logique-là. Donc ils disent, je suis pas complotiste, mais quand même les gouvernements, etc., etc. Ce qui, encore une fois, je pense, est souhaitable et légitime, ou légitime et souhaitable. Questionner les récits au nom de l'incertitude. Donc là, souvent, il y a une réflexion aussi sur le doute scientifique, etc. Alors dans ces deux catégories, on voit parfois effectivement des basculements et des glissements sur qui est le pouvoir, et c'est là où parfois on tombe effectivement sur la logique des élites mondialisées qui ourdissent des choses en secret, etc. L'incertitude scientifique, avec souvent effectivement l'idée de dire qu'est-ce que c'est qu'un consensus. Des fois on a des données et puis après les données sont contestées par d'autres, etc. Donc on a vu ça quand même chez une partie des étudiants de cégep. Encore une fois, là je parle des étudiants de cégep, donc ils sont évidemment moins jeunes que ceux du secondaire. L'élément important de cette étude, c'était la question évidemment de l'ultra-tolérance. Alors l'ultra-tolérance qui est définie comme ça par mes collègues, une conséquence du relativisme et de la profusion des savoirs, donc de leur dévaluation dans une certaine mesure, et ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que la question épistémique se pose, on a souvent une équivalence de savoir et une perception en fait que finalement est-ce que tout se vaut peut-être ou pas. Donc là il y a quand même quelque chose qui est dans un premier temps est un peu préoccupant, en tout cas une source de réflexion, et l'ultra-tolérance qui va relativiser la critique en raison de multiples pôles épistémiques, c'est ce que je vous disais. Et souvent, on a vu chez ces jeunes-là, finalement, un discours sur la suprématie des droits et des libertés individuelles. Donc droit individuel, liberté individuelle. Donc finalement, beaucoup de gens ont répondu, cette façon de penser, elle me dérange pas, tant qu'elle ne me touche pas directement. Donc finalement, s'il a envie d'être complotiste, s'il a envie d'avoir telle identité radicale, même si c'était pas forcément ces questions-là qu'on posait, mais on posait quand même la question de la radicalisation. C'est correct tant que finalement ça vient pas moi me heurter dans mes droits. Donc la conversation ici sur les droits collectifs, le bien collectif, évidemment, s'envoie quelque peu altéré, ou en tout cas mérite d'être, selon moi, reposé. Mais c'était un des éléments importants. Alors, rapidement, quelques facteurs d'adhésion, parce que je vois le temps qui tourne. Voilà les deux tableaux sur lesquels je voulais m'appesantir un petit peu. Donc, vous avez ici une comparaison entre 14-17 ans et 18-24 ans au Québec. Donc, en haut, vous avez la colonne de gauche conspi. Donc ça, c'est les gens qui adhèrent fortement ou plus fortement. Et ensuite, c'est corrélé avec des facteurs qui sont la colonne de gauche. Donc, quand vous avez un moins, c'est que c'est corrélé négativement. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, de la confiance. Donc, moins 0,41. Donc, ça veut dire qu'on voit une très forte corrélation entre des gens qui ont moins confiance dans les institutions et qui adhèrent aux théories du complot. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant, j'y vais comme ça. La confiance, que vous le preniez chez les 14-17 ans ou que vous le preniez chez les 18-24, c'est le principal facteur que nous, on a trouvé en termes de corrélation. Alors, je parle bien de corrélation. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance que vous adhérez aux théories du complot? Est-ce que c'est parce que vous adhérez aux théories du complot que ça nuit votre confiance? Est-ce que finalement il y a une interaction mutuelle, etc. Il n'y a pas toujours un lien causal. En tout cas, nous, on ne s'est pas évertué à ce stade à présenter des liens causaux. Néanmoins, on voit ici une corrélation significative. J'y reviendrai sur cette question de la confiance. Deuxième élément, la religion. Et Diana en parlait tout à l'heure. Non significative pour nous chez les 14-17 ans, c'est ce qu'on a vu, mais significative un peu davantage chez les 18-24 ans. Donc, on a vu plus de corrélation entre les gens qui déclarent avoir des pratiques religieuses et ceux qui adhèrent aux théories du complot. Donc là, nous, on a vu une corrélation. Alors là aussi, c'est à prendre à des pincettes parce que c'est corrélé avec toutes sortes de données intéressantes et que Diana l'a souligné dans ses études, comment aussi la religion peut être dans une certaine mesure un facteur de protection. Tout dépend évidemment de la façon dont on nous a enseigné la religion et dont on pratique la religion. Et des gens qui sont nos influenceurs ou nos mentors dans le domaine spirituel.
La question des mesures, là, c'était l'adhésion aux mesures sanitaires. Donc, vous voyez évidemment un lien négatif, mais qui n'est pas extrêmement significatif. Chez les jeunes, il y avait quand même beaucoup, notamment dans la première partie de la pandémie, une certaine adhésion aux mesures sanitaires. C'est quand ça a commencé à se prolonger et qu'on a commencé aussi le couvre-feu le soir, etc., que c'est devenu plus problématique. La question de la violence, et Diana le soulignait en partie avec des identités plus discriminées, par exemple. Nous, on voit évidemment chez une partie, et je dis bien une partie, c'est important de le souligner, des gens qui adhèrent plus fortement aux théories du complot, une légitimation aussi de la violence, ce qui n'est pas illogique, puisque une partie de ceux qui adhèrent aux théories du complot se sentent aussi discriminés. Et dévalue la confiance dans les institutions gouvernementales. Donc vous êtes logiquement plus amené quand vous estimez que vous n'avez plus confiance, que les institutions gouvernementales ne sont pas légitimes, etc., à soutenir la violence. La détresse psychologique était moins significative chez nous pour les 14-17, elle l'était en revanche beaucoup plus pour les 18-24 ans. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que tout ça revient dans une certaine mesure avec ce dont Diana vous a parlé, mais pour un autre type d'adhésion. Et finalement, les médias sociaux. Donc nous, on vous confirme que effectivement, notamment les médias sociaux alternatifs, il y a une corrélation très forte entre l'adhésion aux théories du complot et la consommation de ce type de médias sociaux alternatifs. La confiance, c'est intéressant parce que dans les entrevues qu'on a fait, on s'est aperçu aussi que les jeunes avaient plutôt confiance dans les institutions, globalement. Mais que parmi ceux qui adhèrent, là, il y a moins de confiance. Vous le voyez aussi, ici, les niveaux d'adhésion. Bon, parfois, clairement, ceux dans lesquels les jeunes ont le moins confiance, ce sont les gouvernements, mais la confiance dans les institutions scientifiques, les médias, etc., est plutôt positif. Ce qui rejoint ici aussi l'étude de notre collègue Stéphanie Tremblay. Pour conclure, quelques enjeux et pistes de réflexion pour le milieu. Le premier, donc j'y reviens sur la question spécifique du complotisme, c'était ça dont on m'avait demandé de parler. Donc il y a une position plutôt modérée, rares sont ceux qui y adhèrent très fortement. Là, évidemment, je fais la distinction entre les résultats de l'étude de Stéphanie et les nôtres qui montrent quand même qu'il y a un certain nombre ou un certain pourcentage d'adhésion, mais encore une fois, qui n'est pas supérieur à celui dans d'autres catégories de la population, sauf quand on prend les 55 ans et plus. La définition du phénomène qui peut être variée, vague, parfois confus, et puis finalement, la posture du « je ne suis pas complotiste, mais » qui est, à mon avis ici, intéressant du point de vue de la pensée critique. Ce que je voulais souligner aussi, et là je me réfère aussi à une présentation, un truc qu'on a fait avec les collègues du centre de prévention, le RAPS, donc l'équipe de Cécile, de Diana, etc., et puis le RPC Préf de ma collègue Raïda, récemment à différents ministères du gouvernement du Québec. Évidemment, cette question du complotisme, elle est importante, mais elle s'inscrit dans un contexte de polarisation qui frappe quand même actuellement assez sévèrement le milieu scolaire, mais comme le reste de la société, on l'a vu hier dans les manifestations à travers le pays. À la fois avec les questions oui, de complotisme, mais aussi les enjeux de genre, la diversité sexuelle qui nous semble très polarisée. J'y reviendrai pas, Diana en a parlé tout à l'heure. Des enjeux aussi sur le plan religieux et politico-religieux. Donc là, c'est la question effectivement de l'adhésion aux identités religieuses. Et puis on a vu tous ces débats sur les accommodements dans le milieu scolaire, etc. Des actes haineux qui sont en croissance. C'est ce qu'on comprend de nos partenaires qui sont directement interpellés. C'est ce que les statistiques à la grandeur du Canada montrent clairement. Et je le rappelle, hein, les 3 premières causes d'incidents et de crimes haineux en fait, au pays, ce sont l'origine ethnique, la religion et en 3, la diversité sexuelle. Donc ce sont les 3 questions fortes d'identité qui sont source de crimes haineux. Et puis finalement, les enjeux de cyberviolence qui créent évidemment des tensions, mais qui en fait débordent les murs de nos écoles. Alors les défis qui, moi, m'apparaissent, et je suis politologue, je ne suis pas intervenant psychosocial, c'est évidemment la question de l'amplification politique médiatique et des réseaux sociaux.
qui probablement, une fois que finalement des discours marginaux sont récupérés et s'intègrent dans l'espace public, bah, ils deviennent un problème, même si dans les faits, le problème est parfois marginal et plutôt bien géré au niveau du milieu scolaire. À l'intérieur de ça, évidemment, on a quand même une opposition très claire entre les progressistes et les conservateurs réactionnaires. Nous, on le voit. Il y a eu une structuration pendant la pandémie d'un certain nombre de mouvements, que ce soit l'extrême droite, les mouvements antigouvernementaux, la droite religieuse. Hier, dans les manifestations, c'était assez fascinant de voir la droite, enfin, où les groupes intégristes musulmans marchaient main dans la main avec les groupes intégristes chrétiens. Et donc ça existe. On a quand même un mouvement réactionnaire et c'est logique. Ça fait partie finalement de la vie des sociétés démocratiques. Quand vous avez des périodes progressistes, vous avez aussi après des mouvements réactionnaires, c'est correct, qui sont largement instrumentalisés par des individus et des groupes plus extrémistes. Et là, je le souligne, et c'est mon dernier point, les parents, mais ça n'enlève pas la nécessité d'avoir une conversation sur les polarisations et d'entendre aussi les inquiétudes d'une partie de ses parents sur la question de l'enseignement, peut-être de la question sexuelle dans les écoles, etc. Un milieu scolaire qui a des défis, la difficulté à trouver des ressources appropriées. Il y a plusieurs guides, l'IRIPI en a, des collègues en ont fait d'autres sur les sujets sensibles, Diana l'équipe s'apprête à en sortir. Je pense qu'on a des guides maintenant. La question, c'est comment on fait pour s'assurer que on les consulte et puis qu'on est formé pour bien les utiliser. Et ça, c'est un autre enjeu, évidemment, dans un contexte de peu de temps que nos collègues enseignants, intervenants, etc. ont. Un personnel enseignant, et ça soulève aussi la question, nous souvent on a demandé aux profs, pourquoi est-ce que comment vous voyez les choses quand il y a des théories du complot qui sont abordées en classe, etc. Beaucoup de profs disent on se sent pas forcément outillé pour les aborder. D'autres soulèvent dans les parfois plus jeunes, chez les plus jeunes, la question du conflit de loyauté en disant écoutez, on sait que ce jeune-là, sa famille est complotiste, c'est difficile pour nous, on peut pas avoir un discours stigmatisant à l'endroit de ce jeune-là, briser loin de l'espèce de conflit de loyauté avec sa famille, etc. Donc ce sont des questions qui sont complexes à aborder. Puis finalement, une problématique est la réaction dans l'urgence, souvent plutôt que vraiment de la prévention. Alors les pistes d'action, vaste programme. D'abord, mieux colliger et partager les données, les analyses en milieu éducatif. Donc Diana vous présente des données, moi je vous présente, quelques autres en ont. Je pense qu'il y aurait probablement lieu d'essayer de faire remonter plus d'informations du milieu de l'éducatif, qu'on l'analyse ensemble et puis après qu'on fasse redescendre tout ça, mais avoir finalement probablement plus de capteurs qui nous permettraient, plus qu'avec une accumulation d'anecdotes relayées dans les journaux, d'avoir un meilleur portrait de la situation. Même si on a quand même un portrait, il reste encore impressionniste dans une certaine mesure, mais évidemment les travaux de Diana vont tout à fait dans ce sens-là. Le réflexe de toujours dire on va revoir les lois ne nous semble pas forcément le plus pertinent. Donc on dit que ça c'est quand même un outil avec lequel il faut jouer avec parcimonie, de dernier recours. Parfois on a les moyens de le faire, la loi est là, etc. C'est plus la question de l'application qui est soulevée. L'autre élément, évidemment, miser sur des approches civiles qui soient pas répressives, c'est une évidence. En lien avec le fait de colliger, agir avec les bonnes données sur les bonnes variables. Il y a un principe souvent clé qui est de dire que parfois il vaut mieux rien faire que de faire des choses qui sont contre-productives. Et là, je pense que quand Diana parle de polarisation, et je veux pas lui mettre de mots dans la bouche, mais en tout cas moi, et de comprendre les polarisations, c'est de réfléchir par exemple toujours à l'effet de savoir est-ce que des grandes campagnes de sensibilisation ont les effets escomptés sur le public qui est finalement le moins susceptible d'y adhérer, ou alors est-ce qu'on a besoin d'approches beaucoup plus ciblées, de conversations beaucoup plus ciblées, et je pense, on l'a dit, qu'on n'évalue pas assez l'impact de nos programmes de prévention, etc., de sensibilisation, qu'on ne se concerte pas, et notamment par exemple, et là c'est en haut à droite, tout l'arrimage avec les programmes d'enseignement. Il y a déjà beaucoup de choses dans les programmes d'enseignement qui sont faits. Quand on arrive en disant on va tout refondre, on va recommencer, etc., souvent c'est une mauvaise connaissance de ce qui existe déjà et de la capacité que les programmes nous offrent.
Un point important qui a été soulevé par une des questions posées à Diana, l'approche concertée et intersectorielle. En éducation, santé, services sociaux, sécurité publique, le milieu de la recherche, et cetera, heu, on travaille pas assez de manière concertée, ce qui fait qu'on a beaucoup de cas qui tombent entre les cracks. Dans le milieu éducatif, parfois, on l'a entendu dire souvent, on ne sait pas trop à qui parler. On parle à un, mais finalement, il n'intervient pas nécessairement parce qu'il y a pas, tel, facteur, sous-jacent et que ça relève pas de son mandat. On ne veut pas appeler la police. Quand est-ce que c'est le travail de la police, pas de la police? Le milieu éducatif, et cetera. Assurément, là, il y aurait lieu, de tout en préservant les pare-feux, améliorer l'approche concertée et intersectorielle. Développer peut-être, et ça, c'est un truc qui a été poussé par nos collègues, notamment du RAPS, une stratégie provinciale peut-être sur la prévention de la violence, mettre à niveau celle qu'on a, y penser dans un contexte de polarisation croissante et de désinformation croissante, évidemment. Et la question, et Diana le soulignait tout à l'heure, peut-être de développer des formations intersectorielles, mais à partir d'une vision partagée. Et ça, je pense que c'est important, c'est-à-dire que si le milieu de la recherche peuvent être et de l'intervention de spécialistes de contenu, ça reste qu'il n'y aura pas de formation qui soit pertinente si elles ne sont pas co-développées, co-construites finalement avec les collègues du cégep, du secondaire et éventuellement du primaire. Je m'avance beaucoup moins là-dessus. Voilà, merci pour tout.